Bonsoir et bienvenue dans la grande édition sur Medi TV Afrique. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le continent et ailleurs dans le monde. Le roi Mohamed VI, accompagné du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaïl, est arrivé ce dimanche après-midi à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié en République de Côte d'Ivoire. Le souverain participera également aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan. Funérailles, prières, bandeaux noirs dans les médias. L'Égypte continue de pleurer ses morts. 305 personnes ont été tuées, dont 27 enfants, vendredi dans une mosquée du Sinaï. Toutes les victimes ont été inhumées samedi, conformément à la tradition musulmane. Et puis au Niger, c'est parti pour la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. L'édition 2017 a ouvert ses portes ce vendredi à Niamey. La foire vise la promotion de l'artisanat féminin nigérien. Les détails dans ce journal. Merci de votre fidélité à Medi TV Afrique. Le roi Mohamed VI, accompagné du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaïl, est arrivé ce dimanche après-midi à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié en République de Côte d'Ivoire. Une visite au cours de laquelle le roi du Maroc participera aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan les mercredis et jeudis 29 et 30 novembre prochains. Ce sommet a pour thème central investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Funérailles, prières, bandeaux noirs dans les médias. L'Égypte continue de pleurer les 305 personnes tuées la veille dans une mosquée. L'attentat est le plus sanglant dans l'histoire récente du pays. Toutes les victimes ont été inhumées samedi conformément à la tradition musulmane. Quelques heures après la promesse du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de venger les martyrs, l'armée a procédé dans la nuit à des frappes aériennes dans la zone de l'attaque où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe terroriste Daesh. En Arabie Saoudite, le prince héritier Mohamed Ben Salman souhaite une coordination forte, excellente et spéciale entre ses membres contre les groupes extrémistes. Il s'exprimait aujourd'hui à Riyad à la cérémonie d'ouverture d'une réunion des ministres de la Défense de ces pays d'Asie et d'Afrique. Anissa Araou revient sur la rencontre. Il a promis une lutte implacable contre les groupes extrémistes jusqu'à leur disparition de la surface de la terre. C'est avec ces mots que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a lancé dimanche une coalition antiterroriste de 40 pays musulmans à dominante sunnite. Pour l'occasion, l'homme fort d'Arabie Saoudite a ouvert à Riyad une réunion des ministres de la Défense de ces pays d'Asie et d'Afrique, dont le Pakistan, la Turquie, le Nigeria et le Maroc. Il a souhaité une coordination forte, excellente et spéciale entre ses membres contre les groupes extrémistes. L'Iran, grand rival chiite de l'Arabie Saoudite, la Syrie et l'Irak ne font pas partie de cette coalition. Le Qatar, qui figure sur une liste des pays membres publiée par l'agence officielle SPA, n'a pas pris part à la réunion. 4 pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, ont rompu avec le Qatar en juin en l'accusant de soutenir des groupes extrémistes, ce que Doha dément. Le lancement de cette coalition intervient 2 jours après l'attentat qui a fait 305 morts et 27 blessés dans une mosquée de Bir el-Abir en Égypte. L'une des plus meurtrières dans le monde depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Au Pakistan, il règne un calme précaire où des manifestants campent toujours dans la rue. Le gouvernement a fait appel à l'armée pour sécuriser Islamabad, mais la contestation ne se limite plus à la capitale. Dans la mégapole portuaire de Karachi, au sud du pays, la police a évacué plusieurs sit-ins tôt ce matin, mais plus d'une dizaine d'autres se poursuivaient encore. Au moins 6 personnes ont été tuées et 230 autres blessées. Voyons tout cela avec ce récit de Anissa Araou. La police est toujours sur le qui-vive après la dispersion violente survenue samedi d'un sit-in de musulmans radicaux aux portes de la capitale. Les manifestants accusent leur ministre de la Justice, Zahid Hamid, de blasphème et réclament sa démission. Samedi, des milliers de musulmans radicaux ont bloqué Islamabad. Par la grâce de Dieu, le ministre de la Justice va finir par démissionner. Nous sommes victorieux. Grâce à nos manifestations, notre voix a été entendue dans le monde entier. Nous allons remporter une victoire et nous pourrons partir avec honneur.
Le gouvernement pakistanais a fait appel à l'armée pour rétablir l'ordre dans la capitale où des affrontements ont fait au moins 4 morts et près de 200 blessés. Les manifestants ont installé il y a 2 semaines un campement à Faizabad à la sortie d'Islamabad, coupant l'une des principales voies d'accès à la capitale, paralysant ainsi l'intense trafic entre ces 2 villes aux dépens de dizaines de milliers d'habitants contraints de subir des heures d'embouteillage. L'objectif de la police et de l'armée, déloger des milliers de membres du Tehrik el-Labaïk, un nouveau parti politique musulman radical au Pakistan. Zaïd Hamid est l'instigateur de ce blasphème à l'encontre de notre religion. Nous sommes prêts à sacrifier notre vie, mais nous ne ferons pas marche arrière. Dans la soirée de samedi, le ministre pakistanais de l'Intérieur, Ahsan Iqbal, a annoncé qu'une assistance militaire avait été requise pour établir l'ordre conformément à la Constitution. Un peu plus tôt samedi, il avait jugé que ces manifestations visaient à affaiblir le gouvernement dirigé par les alliés de Nawaz Sharif, destitué en juillet dernier. Ces manifestations se sont propagées samedi à d'autres grandes villes pakistanaises, dont Karachi, Lahore, Rawalpindi et Peshawar. Le rôle de l'imam dans le contexte européen entre défis actuels et enjeux à venir, c'est le thème de la rencontre tenue samedi à Bruxelles à l'initiative du Conseil européen des oulémas marocains. Plus de 150 imams en provenance de différents pays européens ont pris part à cette rencontre. La réunion a mis l'accent sur le rôle central de l'imam dans l'encadrement religieux en Europe et la nécessité de l'associer en tant que partenaire pour la promotion de la paix sociale et le bien vivre ensemble entre les différentes composantes de la société. Dans le dossier des migrants en Libye, les manifestations d'indignation et de protestation se poursuivent à travers le monde. Ce samedi, encore plusieurs centaines de personnes ont manifesté en France, à Paris, Lyon et Marseille pour dénoncer l'esclavage de migrants africains en Libye. Plusieurs pays africains ont d'ailleurs souhaité que ce sujet soit au menu du sommet Union européenne-Union africaine la semaine prochaine à Abidjan du 29 au 30 novembre. Et justement, en Libye, le naufrage hier de 2 bateaux de migrants a fait au moins 30 morts. Les autorités libyennes ont par ailleurs annoncé le sauvetage de 200 personnes, mais les secours tentent encore de retrouver une quarantaine de disparus. On compte aussi une dizaine de rescapés. Et selon les gardes-côtes, les migrants seraient pour la plupart originaires de la Somalie, mais également du Pakistan, du Ghana, de l'Éthiopie et du Nigeria. Dans l'actualité sur le continent, l'Assemblée nationale sénégalaise a levé samedi soir l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars et élu député en juillet dernier. Cette procédure parlementaire ouvre à présent la voie à un procès pour détournement de fonds publics de l'opposant au président Macky Sall. 125 députés contre 27 ont voté le rapport d'une commission parlementaire préconisant sa levée d'immunité. Toute autre chose à présent, forte d'une main-d'œuvre abondante et peu chère, mais aussi de ses ressources en matières premières, l'Éthiopie se rêve en lion africain dans le secteur du textile. Beaucoup voient ce pays de la Corne de l'Afrique comme un concurrent sérieux à la Chine et le nouvel Eldorado du textile. Le gouvernement, quant à lui, met tout en œuvre pour que l'industrie du textile devienne le secteur porteur de l'économie éthiopienne. Nous écoutons à ce sujet Anissa Araou. À Hawassa, à environ 300 km d'Addis Abeba, s'étend sur 270 hectares l'un des plus grands parcs industriels en expansion d'Éthiopie. Ici, les investisseurs ont installé des usines de textiles destinées à l'exportation. Le deuxième pays d'Afrique le plus peuplé du continent connaît depuis une dizaine d'années une croissance constante de son PIB. Mais pour doper davantage son économie, l'Éthiopie a décidé de mettre les bouchées doubles et de développer son industrie manufacturière dans le secteur du textile. Jusqu'à présent, il y a 20 entreprises ici. Ce sont toutes de grandes entreprises de vêtements reconnues sur le marché international et qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Nous considérons qu'il s'agit d'une réussite majeure, car le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts pour les amener ici. Parmi les 20 entreprises, 10 exportent déjà sur le marché européen et américain, moins d'1 an après leur démarrage. Au total, l'industrie du textile pourrait générer en Afrique subsaharienne 400 000 emplois et les exportations pourraient doubler dans les 10 ans. Au-delà de l'aspect économique, l'enjeu est ailleurs. Dans un pays où il n'y a pas de salaire minimum et où la rémunération varie en fonction de l'entreprise, les droits des travailleurs constituent l'un des principaux défis de l'Éthiopie.
Mon salaire est de 23 $ si je ne manque aucun jour de travail. Je ne suis pas satisfaite de ce salaire, mais nous sommes en train de négocier pour avoir une augmentation. On a prévenu que ce salaire n'était pas suffisant et il devrait l'augmenter. En janvier 2015, les ouvriers de plusieurs usines de textiles en Éthiopie ont fait grève et obtenu une augmentation de 25% de leur salaire. D'ici à 2020, 150 entreprises de textiles et de vêtements devraient être opérationnelles et le secteur devrait générer 30 milliards de dollars en un peu plus de 10 ans. Je vous invite à présent à découvrir l'une des cultures, sinon l'un des monuments les plus importants de la culture africaine, datant de plus de 5 siècles. Le tombeau d'Askia Mohamed, qui trône au cœur de la ville de Gao, est une fierté locale et internationale. L'édifice est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Il a été l'un des rares mausolées à avoir échappé à la furia destructrice des terroristes lors de l'occupation des régions du nord du Mali. Mohamed Danyogo nous fait découvrir l'histoire de ce mausolée mosquée. Empereur sous lequel l'Empire Songhai a atteint son apogée au XVIe siècle, Askia Mohamed, de son retour de pèlerinage à la Mecque en 1493, a fait construire à Gao une mosquée qui finira par devenir, conformément à sa volonté, sa tombe. Ça, c'est le tombeau de Askia Mohamed. Lorsqu'il a effectué son pèlerinage à la Mecque en 1493, à son retour en 1495, que l'empereur a passé vers l'Égypte. Ayant vu les pyramides égyptiennes, il était très impressionné des pyramides égyptiennes. Enfin, Askia s'inspirait des pyramides de l'Égypte. Il disait à ses descendants et à toute la population de l'Empire Songhai, si toutefois qu'il est décédé, de lui en tirer dedans et fermer carrément et hermétiquement la porte avec des briques. C'est ce qui fut fait à sa mort en 1935. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 28 juillet 2004, la tombe qui est située à Gadei, actuel secteur 2, le premier quartier de la ville, fait l'objet d'entretiens réguliers. Il contient encore des matériaux d'origine. Donc ces morceaux de bois-là que vous voyez, ça sert de chafaudage. C'est-à-dire pendant les jours de crépissage, les maçons montent ces bois pour crépure. Et chaque 2 ou 3 ans, on fait l'entretien. Parmi ces bois, il y a des bois originaux dans ces bois, tels que ce bois que je tiens en main. C'est un bois de 521 ans et 10 mois. En fait, ce monument a 5 siècles, 21 ans et 10 mois. Entièrement entouré des tombes de ses descendants, la population continue à prier dans la mosquée mausolée qui a curieusement échappé à la démolition lors de l'occupation de la ville par les terroristes. Cette fierté locale et nationale continue d'attirer de nombreux visiteurs venus du monde entier. Et puis au Niger, c'est parti pour la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM. L'édition 2017 a ouvert ses portes ce vendredi à Niamey. La foire vise la promotion de l'artisanat féminin nigérien. Cette année, plusieurs produits artisanaux africains sont présents dans les stands. Plusieurs pays ont également été invités. Le reportage de Jean-Gibril William. Promouvoir la consommation de produits artisanaux par la femme et pour la femme, c'est l'optique qui se dégage de cette 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, une vitrine pour mettre en avant le savoir-faire de la femme nigérienne en particulier, mais aussi de toute la sous-région. Pour cette édition, la Tunisie a été retenue comme pays invité d'honneur, l'occasion pour les deux pays de raffermir les liens et les échanges en matière de savoir-faire artisanal, à l'image de Zahir et de ses babouches qui ont fait le déplacement depuis la ville de Fès au Maroc. 1500 exposants, environ 140 000 visiteurs originaires de 35 pays africains sont attendus à cette 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. Durant 2 semaines, les clients auront l'occasion de découvrir les produits artisanaux du Niger, mais aussi d'autres pays africains. Les organisateurs espèrent quant à eux un chiffre d'affaires estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Ainsi se referme cette édition d'information sur Médian TV Afrique. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur nos antennes.